Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Ahmed Bouzouaïd, donc responsable du programme Entrepreneuriat pour tous pour BPI France. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un super panel pour aborder la question du financement. La question du financement, c'est une question cruciale. Il y a des acteurs majeurs qui agissent dans les quartiers pour intervenir et soutenir les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'ADI, mais il y a aussi France Active, Initiative, les réseaux Entreprendre, tout un tas d'acteurs. On a la chance également d'avoir Monsieur Mathieu Cornietti qui représente Impact Partenaire, également Imen Mahardi avec sa structure Own Your Cash, Grégoire Eholm qui représente l'ADI, un acteur aussi majeur du financement. Carole Gandon aussi est avec nous, qui est conseillère de Madame la ministre Nadia Hay. Et également, nous aurons la chance d'avoir Monsieur Frédéric Guibert, qui est directeur de la création chez BPI France et qui évoquera avec nous l'ensemble des solutions de financement. Il nous a semblé donc important d'aborder ce sujet. Nous savons, donc il y a une étude du lab de BPI France qu'on a réalisée en partenariat avec Terra Nova, qui a bien montré que les entrepreneurs des quartiers se reposent principalement sur leurs ressources personnelles pour développer leur entreprise. C'est une réalité pour tous les entrepreneurs, mais la majorité d'entre eux ne font pas appel à l'extérieur, à des financements extérieurs, pour financer leur démarrage. Donc, on a souhaité finalement se poser la question sur quelles étaient finalement les raisons de cette problématique. Est-ce qu'il est facile d'accéder à un financement? Pour cela, quoi de mieux que d'aborder le sujet avec des professionnels de la question? Donc, on verra plusieurs choses. D'abord, essayer d'évoquer finalement les outils qui existent pour soutenir les entrepreneurs dans leurs projets. Et d'autre part, on va essayer d'échanger avec vous sur finalement partager avec vous des tips qui vous permettront de comprendre à quel moment on peut solliciter un financement, à quels aspects il faut penser pour justement le préparer de la bonne façon. Et je vais pour cela laisser la parole à l'ensemble des partenaires qui nous font part de leur éclairage. Alors, ensuite, je laisse la parole à Imen Mahardi. Imen, si tu pourrais te présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Ahmed, pour l'invitation. Ça me touche particulièrement d'intervenir aujourd'hui, et en particulier dans les circonstances actuelles, pour venir donner et partager un point de vue et des astuces à des personnes qui, à leur manière, sont en train de contribuer à construire une société un peu différente de celle dans laquelle on est. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Donc, pour me présenter rapidement, donc j'ai 43 ans, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de la finance avec différentes casquettes. J'ai été et je suis toujours investisseur depuis quelques années maintenant dans des startups et des TPE qui développent un impact social ou environnemental positif de par leur activité. Et parallèlement à cela, il y a cela maintenant 2 ans et demi, j'ai créé Own Your Cash, qui est une plateforme éducative, donc qui est une plateforme de formation, dont la mission est de stimuler l'indépendance économique des femmes. Parce que pour moi, cette question de l'indépendance économique et en fait de l'égalité économique entre hommes et femmes est une condition essentielle de la réalisation de l'égalité en droit. Si on n'a pas les moyens de pouvoir exercer ces droits, des moyens économiques, finalement, ces droits restent dans le domaine de l'illusion. Donc, Own Your Cash, c'est quoi? C'est un certain nombre de programmes éducatifs pour les femmes et pour les hommes qui le souhaitent, pour apprendre ou réapprendre à prendre en main leur argent et de plein de manières différentes. Et pour celles qui sont intéressées, c'est aussi de former une nouvelle génération de business angels, donc massivement des femmes et encore une fois les hommes qui le souhaitent, pour porter un regard au-delà des biais, des préjugés, de certaines habitudes peut-être, un regard plus positif sur des projets, des porteurs de projets qui aujourd'hui sont notoirement sous-financés parce que sous-estimés, à savoir les projets fondés ou cofondés par des femmes, les projets portés par des start-upers qui n'ont pas l'archétype du start-upper à la mode, des personnes qui peuvent être autodidactes, et puis évidemment des projets qui aujourd'hui sont notoirement sous-financés, qui sont les projets à impact social ou environnemental positif, parce qu'ils peuvent avoir des financements
des modèles de financement hybride qui ne sont pas forcément toujours bien compris des financeurs classiques. Donc en 2 mots, voilà pour On Your Cash. Et donc, ravie de partager tout à l'heure un certain nombre d'astuces sur cet enjeu fondamental des ressources personnelles et de comment on fait pour mobiliser de l'argent au fur et à mesure, à la mesure de son ambition et de ce dont a besoin son projet. Merci beaucoup, Imen. Alors, Grégoire et Holm de l'ADI, donc si tu pouvais nous présenter finalement ton intervention, l'action de l'ADI justement sur l'enjeu du financement et peut-être même en perspective avec l'intervention d'Imen, est-ce qu'il y a des problématiques d'accès au financement? Merci Ahmed. Alors, l'ADI existe depuis un petit peu plus de 30 ans et la conviction de l'ADI et ce pour quoi on se bat au quotidien, c'est que tout le monde peut devenir entrepreneur, peu importe le niveau d'études de la personne, peu importe qu'elle ait un réseau personnel très développé, peu importe qu'elle ait des richesses personnelles, à condition que cette personne le souhaite, évidemment, et la motivation pour se lancer dans l'entrepreneuriat, et à condition qu'elle puisse avoir accès à des services d'accompagnement et à des outils de financement adaptés à sa situation personnelle, chacun peut s'accomplir dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment pour ça que l'ADI se mobilise depuis des années et on fait en sorte le plus possible d'aller à la rencontre des porteurs de projets et notamment dans les quartiers pour montrer que cette solution existe, qu'il y a des solutions à disposition des entrepreneurs, des porteurs de projets pour démarrer. Alors pour faire ça, notre outil principal, c'est un outil de financement, le microcrédit. Le microcrédit, c'est une somme qui peut aller jusqu'à 10 000 € maximum et qui s'adresse à ceux qui n'ont pas accès au crédit bancaire. La cible de l'ADI, c'est vraiment les personnes qui ont ce projet d'entreprise, mais qui ne peuvent pas mobiliser un financement à travers les banques et à travers les outils plus classiques de financement. En parallèle à cet outil de financement, on propose tout un certain nombre de services de conseil, d'accompagnement, à la fois pour préparer son projet, pour le c'est pas le sujet de notre intervention aujourd'hui. Pour distribuer ce service, on s'appuie sur un réseau d'antennes et de permanences. C'est 450 points de contact à peu près à travers toute la France. Et dont une partie importante, un peu plus de 40% de ces points d'accueil sont situés dans les quartiers. C'est vraiment pour nous très très important d'être présent dans les quartiers et d'être le plus possible en proximité avec les habitants des quartiers. On sait qu'il y a un dynamisme, une envie d'entreprendre qui est très forte dans les quartiers. Par contre, finalement, très peu passent effectivement à l'acte. Donc il y a ce paradoxe, beaucoup de créativité, beaucoup d'envie d'entreprendre, mais peu de passage à l'acte. Donc on souhaite, nous, pouvoir être au plus près des habitants, dans les quartiers en particulier, pour montrer des exemples d'entrepreneurs qui ont réussi, qui se sont lancés, et pour accompagner tous ceux qui le souhaitent dans leurs projets. Merci beaucoup Grégoire. Donc on a bien compris donc l'intervention de l'ADI qui intervient via par exemple le microcrédit avec un véritable enjeu de proximité comme tu as pu insister là-dessus. Mathieu Corniti, Impact Partner, en quelques mots Mathieu. En quelques mots. Pourquoi moi c'est quelques mots? Impact Partner, c'est une société de gestion à vocation sociale. On est né après 2007. Et après 2005 et les premières, les grosses émeutes urbaines qu'on a connues, justement avec l'idée d'accompagner des entrepreneurs dans les quartiers populaires pour les aider à y créer de l'emploi. Donc ça, c'est vraiment notre ADN. On a grandi, on a élargi notre scope à des investissements sociaux et aujourd'hui même une vision européenne. Mais je dirais qu'on a au fond de nous l'enjeu d'aider les entrepreneurs dans les quartiers populaires à créer une entreprise, à accélérer, mais aussi les enjeux de reprise d'entreprise, de transmission. Et je pense qu'on en parlera ce matin parce que dans quelques mois, on aura des vrais enjeux de transmission d'entreprise dans les quartiers populaires. 2 activités aujourd'hui. Donc, c'est une société de gestion, on est une quarantaine de professionnels, on gère environ 300 millions d'euros. On a 2 stratégies différentes pour du financement.
La première, c'est ce qu'on appelle du capital développement. Donc, c'est des tickets significatifs de 1 à 10 millions d'euros en capital. Et c'est du sur-mesure. Donc, c'est vraiment des modèles qui ont fait leurs preuves et qui sont rentables et qu'on va pouvoir accélérer et dupliquer. Et un deuxième fonds, deuxième stratégie, deuxième équipe qui est la création. Et là, quand on parle des quartiers populaires et de l'accès au financement, on se retrouve évidemment avec le gros enjeu de la création dans les quartiers. On le fait au travers d'un fonds qui accompagne la création d'entreprises par la franchise. Et en l'occurrence, grâce au soutien de BPI France, on a pu lancer ce projet assez innovant qui, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, c'est 100 investissements qui ont été réalisés à date et environ 1 millier d'emplois qui ont été créés dans ces quartiers populaires. Donc, sur les enseignes partenaires, on a Carrefour, Burger King, Pizza Hut, Speedy, beaucoup d'enseignes nationales qui ne sont pas dans ces quartiers populaires, principalement parce que les candidats à la franchise, alors qu'ils ont un bon emplacement, qu'ils sont de qualité, n'ont pas l'apport suffisant. Et en moyenne, on va parler de 130 000 euros. Donc, ce sera évidemment, si on veut lancer son salon de coiffure, plutôt 40 000 euros ou 50 000 euros d'apport qu'il faut. Et puis, si jamais vous voulez lancer un gros fast-food, ça fera effectivement plus d'investissement. Voilà. Donc aujourd'hui, Impact Partenaire est positionné sur la création et la croissance des entreprises. Voilà. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est que quand on parle d'accès au financement, c'est qu'on parle plus d'accès que de financement. Voilà. Et ça, j'aime le titre de ce matin. C'est voilà, c'est finalement de l'argent. On est dans un monde où il y a beaucoup d'argent, où les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Donc, en étant provocateur, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le système. Tout l'enjeu, c'est son accès pour tous. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. Carole Gandon, donc, qui est conseillère développement économique pour Madame la ministre Nadia Hay. Bonjour à tous, merci Ahmed, ravi d'être parmi vous ce matin, de pouvoir participer à ces échanges. Quelques mots, alors moi j'ai rejoint les équipes donc, de la ministre en charge de la ville, Nadia Hay, il y a quelques semaines maintenant, courant septembre. À ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un poste de conseiller dédié au développement économique des quartiers ici au ministère. Et c'est le signe que la ministre a vraiment envie de changer un petit peu l'approche de sa mission et de la politique de la ville qui, traditionnellement, s'est beaucoup concentrée sur les enjeux sociaux des quartiers, sur une approche autour de l'éducation prioritaire et puis sur une approche urbaine. Et on n'a pas forcément beaucoup travaillé sur l'angle économique. Il y a eu des choses, évidemment, mais pas de véritable stratégie. Et en tout cas, c'était un sujet qui n'était pas forcément au cœur de la politique de la ville. Nadia Hay, elle souhaite véritablement que l'entrepreneuriat, que le développement des commerces, que l'accompagnement des entreprises dans les quartiers soit largement soutenu. Donc, c'est la raison de ma présence parmi vous ce matin. Je voulais vous parler d'une initiative particulière qui a été, que justement a souhaité la ministre en cette période de crise que l'on connaît. Certaines et certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. Donc nous avons annoncé une prime d'urgence pour les TPE implantées dans les quartiers, les entreprises sans salariés, pour les aider dans cette période de très, très particulière et très difficile où les loyers ont repris, où elles ont un certain nombre de dépenses auxquelles elles doivent faire face. Il y a des dispositifs, vous le savez, mis en place par le gouvernement pour toutes les entreprises, des dispositifs de droit commun. Mais Nadia Hay a souhaité faire un geste spécifique en direction des TPE sans salariés, donc des QPV, avec donc la création de cette prime entrepreneur des quartiers d'un montant de 1 500 € qui doit venir abonder et renflouer la trésorerie des entreprises. C'est vraiment de l'argent en cash qu'on a souhaité donner donc aux très petites entreprises qu'elles peuvent utiliser comme elles le souhaitent
pour payer des factures, pour payer un loyer, pour reconstituer du stock et donc pour les aider à passer ce cap difficile. Donc, j'ai le plaisir d'annoncer que donc cette prime, elle va être distribuée par l'intermédiaire de réseaux d'accompagnement et surtout de financement des entreprises. Donc, j'ai le plaisir d'annoncer que on a 3 réseaux qui ont été retenus depuis la décision, l'arbitrage a été rendu mardi. Donc, l'ADI, France Active et Initiative France, qui donc sont désignés comme mandataires pour distribuer ce fonds et cette prime aux entreprises. Les autres réseaux, comme BGE par exemple, ou Entreprendre, qui ont connaissance et qui veulent aller sur le sourcing de ces entreprises bénéficiaires qui sont en grande difficulté, peuvent tout à fait le faire. Mais voilà, en tout cas, on est content de pouvoir faire ce geste en direction d'environ 5000 entreprises des quartiers. C'est un fonds de 7,5 millions d'euros. Ça suffira pas, évidemment, on ne pourra pas aider tout le monde et sauver tout le monde, mais c'est un geste important qu'a souhaité faire la ministre. Donc, je voulais simplement partager cette action avec vous. Et puis, plus globalement, vous assurer de notre soutien, de la reconnaissance du ministère de la Ville pour le travail que vous fournissez, vous, réseau de financement, aux côtés des entreprises. Il y a sans doute d'autres choses à faire au-delà de cette prime, cette action d'urgence, d'autres chantiers qu'on peut lancer ensemble. Et donc, vous assure de notre grande disponibilité pour vous soutenir et vous accompagner sur ces sujets. Merci beaucoup, Carole. Et félicitations également à l'ADI, France Active et Initiative d'avoir été retenus. Alors, tout de suite, je vais passer la parole à Frédéric Guibert, donc directeur de la création chez BPI France, qui nous parlera finalement de différents outils internes et aussi qu'on porte en partenariat avec l'ensemble des réseaux qui interviennent. Tout à fait. Bonjour à tous. Très rapidement, BPI France, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est une banque de place. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose à tout le monde. C'est une banque qui a vocation finalement à intervenir à côté des partenaires bancaires, à côté d'autres partenaires, de manière finalement à accompagner et financer les entrepreneurs de tout horizon et de tout âge. Si je résume très rapidement nos actions, on va pouvoir accompagner les entrepreneurs dans leur démarche de développement, d'investissement, de création, et on va y revenir, d'innovation, pour partir à l'international. Donc, en fait, tout un continuum qui nous permet de répondre finalement en partant du projet de l'entrepreneur. Autour des entreprises en création, on a effectivement plusieurs moyens d'intervention. Le plus massif et probablement malheureusement le moins connu, mais qui a toute son importance, c'est celui de la garantie. C'est une intervention indirecte. On vient en fait contre-garantir les prêts qui sont octroyés aux créateurs lors de leur création, aux prêts qu'ils engrangent auprès des banques. Ça, c'est notre intervention indirecte. Sur les interventions, on va dire, un peu plus directes que nous pouvons avoir, nous avons en fait, depuis maintenant 2 ans, bientôt 2 ans, récupéré en fait des activités qui étaient initialement celles de l'AFE et de la Caisse des dépôts, pour l'accompagnement à la création d'entreprises. Et en fait, nous subventionnons aujourd'hui un certain nombre d'associations qui ont vocation à accompagner et financer les créateurs d'entreprises, et nous les dotons aujourd'hui notamment d'apports associatifs pour permettre de faire des prêts d'honneur. Prêts d'honneur qui ont leur importance, mais je pense qu'on rentrera un peu dans le détail des produits juste après, dans le cadre du besoin et de la couverture du besoin financier qui est opéré. On a notamment aussi toutes des actions qui sont orientées vers les quartiers, avec ne serait-ce que le webinaire qui est aujourd'hui en cours, avec Ahmed et Radeda qui sont présents ici, l'accompagnement et le financement en fait du dispositif CitéLab, justement pour pouvoir mieux accompagner, mieux permettre finalement la connaissance aussi des outils d'accompagnement et de financement des réseaux dans les quartiers. Donc voilà, un certain nombre de dispositifs. Si on part sur d'autres sujets, on peut effectivement aussi avoir des dispositifs d'accompagnement à l'innovation, donc des aides pour pouvoir développer des projets innovants, et après des dispositifs de financement, mais qui arriveront un peu plus tard dans la vie d'entreprise, à partir de 3 ans à peu près. Merci. Voilà, très synthétique. Très bien, très bien. Alors, à vous écoutez tous, je pense qu'il y a un élément qui ressort de l'ensemble de vos interventions, à savoir finalement l'idée qu'il y a des outils de financement
qui existent, enfin, qui sont adaptés selon le moment de vie, je dirais l'âge et le besoin de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez m'en parler finalement? À quel moment on peut solliciter un financement? À quel moment c'est pertinent? Imen, peut-être un mot là-dessus pour commencer. Alors, merci de me donner la parole, même si je ne pense pas que dans justement la vie, dans le déroulé du timing, je ne sois pas forcément la première à intervenir, mais bon, allons-y. Pour moi, le premier des sujets, avant de commencer à penser outils de financement et se demander comment monter un dossier, ce qui est quand même le cas de beaucoup de personnes avec qui je discute dans les forums entrepreneurs, etc., c'est de se demander de quelle activité on parle, quelle est la réalité opérationnelle de cette activité, est-ce qu'il y a un besoin, et sans faire des grands mots et des grands mots très sophistiqués autour des études de marché, c'est de commencer à construire une série de réalités opérationnelles. Parce que tout un tas d'acteurs, quels que soient les acteurs que vous irez voir au début, soit parce que vous avez déjà commencé à créer votre structure, soit parce que la structure n'est pas encore créée, soit parce qu'en fait, elle est en train de grandir et vous avez besoin de financer des stocks, du recrutement, de la publicité, que sais-je, ils vont tous à un moment vous dire, OK, comment vous me prouvez que vous avez déjà été capable de faire des choses avec vos deniers personnels, avec votre argent personnel, ça c'est la première chose. Et comment est-ce que vous pouvez me montrer, pas me prouver, mais me montrer que ce que vous êtes en train de me dire qui va se passer, comment est-ce que je peux raisonnablement y croire? Okay. Et donc, si on a, donc c'est faire un fichier Excel avec un business plan très facilement, c'est très rapide. C'est très facile et on peut raconter ce qu'on veut. En revanche, je pense que vraiment l'un des premiers messages que j'aimerais passer, c'est le fait de se concentrer et donc de ne pas avoir de complexe sur le mot finance et argent et je ne sais quoi, mais de se dire que le centre de votre attention, mesdames et messieurs les entrepreneurs et mesdames et messieurs les accompagnateurs d'entrepreneurs, c'est quand même qu'il y ait quelque chose à financer, c'est-à-dire une réalité opérationnelle. Ensuite, parce que ce n'est pas pour contourner la question, c'est que assez rapidement, dès lors qu'on veut par exemple faire une campagne de crowdfunding, donc de financement participatif, il faut avoir des choses à raconter et pas juste une vision ou une promesse. Et les choses à raconter, c'est de premiers témoignages utilisateurs, c'est des groupes de discussion avec qui on a pu montrer une communauté qui commence à être créée, c'est une réalité opérationnelle parce qu'on s'est lancé en auto-entrepreneur, parce que quand même on a cette chance incroyable en France et je pense qu'il faut le signaler et s'en féliciter. Mon papa a monté sa boîte quand j'avais 15 ans, donc il y a un certain temps. On avait mis 3 mois, je m'en souviens très bien, parce que je l'aidais soir et week-end. On avait mis 3 mois à avoir le retour des statuts de la préfecture. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc, réjouissons-nous de cette facilité qu'on a aujourd'hui. Et donc, on peut tester des choses finalement avec peu de moyens. Donc, voilà pour une réponse flash pour ne pas monopoliser la. Merci beaucoup, Imen. Grégoire, justement sur cette question de finalement commencer avec peu de moyens et aussi finalement avoir un projet finalement où on peut mettre en perspective ce financement. Oui, ça pour moi il y a deux choses. Il y a la question que tu poses sur à quel moment financer son projet d'entreprise, quels sont les moments auxquels on a besoin d'intervenir et qui on va solliciter à ces différentes étapes. Mais il y a avant tout la question du projet. C'est un petit peu ce que disait Imen. En fonction du projet en lui-même, de l'ambition du projet, on ne va pas s'orienter vers les mêmes sources de financement possibles. On l'a bien compris entre ce que présentait Mathieu tout à l'heure et les types de franchises, par exemple, qu'il aide à mettre en place. Ce n'est pas du tout les mêmes besoins et les mêmes acteurs qu'on va solliciter qu'un micro-entrepreneur qui cherche à développer son entreprise de service à la personne et qui va créer son propre emploi et qui ne cherche pas à créer d'autres emplois que le sien. Donc, il y a cette question-là qui est fondamentale. Qu'est-ce que je cherche à faire? C'est quoi mon projet? De quoi j'ai besoin? Quelle est ma situation personnelle? De quoi je dispose aujourd'hui autour de moi? Et en fonction de ça, vers quel acteur je peux m'orienter pour mobiliser les moyens dont j'ai besoin. Bon, et donc vous l'avez compris, hein, l'ADI s'adresse vraiment à ceux qui ont des projets de petite taille et qui sont dans une situation personnelle qui les exclut des circuits classiques de financement. C'est notre spécificité.
Donc, ce qui n'est pas toujours évident pour les porteurs de projets, c'est de réussir à s'y repérer au milieu de l'ensemble des acteurs, de l'accompagnement, du financement, de réussir à identifier rapidement quel est le bon interlocuteur vers lequel il doit se tourner. Et les personnes qu'on reçoit à l'ADI, souvent, on observe qu'elles ont fait des recherches plus ou moins longues, qu'elles se sont prises tout un certain nombre de portes fermées avant finalement d'arriver, plus ou moins par hasard d'ailleurs, chez nous. Donc il y a un enjeu important là-dessus. Oui. Merci beaucoup, Grégoire. Peut-être que Frédéric, tu peux rebondir là-dessus, car je crois que tu as une idée un peu du panorama des outils qui existent, justement pour pouvoir se repérer dans le paysage. Alors, le panorama, c'est probablement le bon terme, mais effectivement, je rejoins complètement ce qui a été dit avant, c'est qu'il faut absolument partir du projet et qu'il n'y a pas une solution qui est valable pour tout le monde, mais qu'il faut mettre en place par rapport à la réalité du projet, la réalité des premières estimations qu'on peut faire probablement seul, les premières choses qu'on peut aller chercher maintenant facilement seul aussi sur Internet, etc. Suivant la complexité du projet aussi, il faut probablement assez rapidement trouver à être accompagné. Et j'allais dire, aujourd'hui, on a la chance aussi en France d'avoir quand même pas mal de réseaux d'accompagnement, de structures d'accompagnement au niveau local qui sont en mesure d'apporter des éclaircissements, notamment sur les questions financières et les outils qui sont à activer à quel moment. Et c'est vraiment fondamental parce que, comme disait Imen, en fait, je pense qu'il y a c'est une démarche incrémentale, le financement. C'est d'ailleurs très bien que tu dises qu'il faille à quel moment il faut aller chercher du financement. Il y a plusieurs moments où il faut aller chercher du financement. Il faut aller chercher des financements qui vont permettre de passer à l'étape suivante, faire ses preuves, montrer, valider un certain nombre d'hypothèses, etc., qu'on va pouvoir avoir via le business plan, le business model, les prouver pour voir que finalement, c'est pas exactement ce qu'on avait pensé, etc. Mais à la fin, c'est le fondement même du projet va donner une idée de ce qu'il faut faire. Et après, il y a une diversité de financements qui sont intéressants, qui sont activés. La première ressource qui semble évidente, mais qui n'est pas forcément la plus simple à avoir, c'est ses ressources propres, son argent propre, parce qu'en fait, c'est sur celui-là qu'on va pouvoir faire les premiers travaux, les premières démonstrations, aussi un effet levier pour aller chercher potentiellement de la dette bancaire. Parce que ça a une importance assez conséquente dans le montage financier du projet, on a mis en place, depuis très longtemps en France, les dispositifs de prêts d'honneur, qui sont des prêts à la personne, qui sont dédiés finalement soit à mener ses premiers travaux, soit à constituer l'apport en capital dans l'entreprise des entrepreneurs. Et c'est une chose qui est intéressante parce que c'est du coup identifié, notamment par les partenaires bancaires, comme étant une ressource apportée par l'entrepreneur au sein de l'entreprise. Et il y a un sujet qui est fondamental dans la logique du financement, c'est l'effet levier. C'est-à-dire qu'en fait, cette ressource propre qui est apportée par un entrepreneur, elle va permettre d'avoir un effet levier sur l'endettement potentiel de l'entreprise qu'on peut engranger dès le début. Donc, il y a tout ce travail-là d'estimer finalement le besoin dont a besoin l'entrepreneur, le besoin de financement dont a besoin l'entrepreneur pour se lancer, pour pouvoir faire ses preuves, qui est à estimer de manière assez précise, ou en tout cas pas trop optimiste à la baisse dès le départ, de manière à pouvoir avoir la manne financière lui permettant de faire ses preuves. Parce qu'une fois qu'il aura ses chiffres, une fois qu'il aura trouvé potentiellement son marché, retrouver des financements, sous forme de dette ou sous forme de fonds propres, d'investissement, sera plus simple. Mais il y a vraiment tout ce séquençage qui est opéré qui ne peut se faire que de manière incrémentale. Mais encore une fois, là, vous voyez, je suis déjà rentré dans des dossiers qui sont peut-être un peu plus ambitieux, où il y a besoin d'une création d'une société avec des investissements en fonds propres. Ce n'est pas forcément tous les sujets. Donc, il faut toujours et systématiquement partir de son projet, du besoin qu'on estime, et à partir de là, de voir quels sont les financements nécessaires. Et du coup, l'accompagnement est probablement aussi une bonne solution pour pouvoir avoir un regard externe sur le projet et sur ce qu'on peut activer et à quel moment on peut l'activer. Merci beaucoup, Frédéric. Peut-être, Mathieu, tu peux réagir justement. Tout à l'heure, tu t'expliquais en introduction que tu intervenais sur de la création et ou de la croissance, si j'ai bien compris. Finalement, comment vous êtes sollicité ou comment vous sourcez les entreprises et qu'est-ce que tu penses de ce qui est évoqué sur justement la dimension aussi d'accompagnement qu'on associe à l'enjeu financier? Ouais. C'est sympa de me poser une question différente, mais moi je peux répondre à la première de tes questions. Tu ne m'auras pas comme ça. Et rebondir sur ce que vient d'expliquer Frédéric.
Vraiment pour simplifier, parce qu'on a, je pense, Mathieu, ton micro vibre. Enfin, je ne sais pas si tout le monde entend la perturbation. Ouais. Vos robots. Vous m'entendez ou pas? Non, pas mieux. En désactivant la caméra, peut-être? Ouais. Vous m'entendez, vous voyez? C'est mieux ou pas? Non. Quand on te voit bien, mais tu as le micro qui sature, en fait. Le son est brouillé. C'est peut-être le coup de relancer Zoom, en fait. Désolé pour les aléas du direct. Là, vous n'entendez pas bien. Là, on t'entend plus du tout. On t'entend plus du tout. Ce que je te propose, c'est peut-être essaye de te déconnecter et de te reconnecter. Et on va progresser. Dès que tu reviens, on raccroche les wagons. Je crois qu'il s'est déconnecté. Ah, super. Je peux en profiter pour rebondir rapidement sur une chose que Frédéric vient de nous dire. Donc, en effet, utiliser ses propres ressources pour le démarrage de l'activité, le temps de tester un petit peu, d'apporter des preuves de réussite et ensuite d'aller solliciter des financeurs. C'est très bien. Attention, cependant, à ne pas utiliser toutes ses propres ressources. Parce que dans le cas où le projet ne marche pas aussi bien que prévu, ou dans le cas où il y a besoin de pouvoir réinjecter un petit peu de financement pour une nouvelle étape de test ou de développement, à ce moment-là, ça sera plus difficile, au contraire, de venir solliciter des financeurs si les résultats ne sont pas encore très. Donc, c'est important de garder un petit peu de réserve par derrière soi. Et voilà, et beaucoup de personnes sont réticentes à emprunter. Et au contraire, ça peut être parfois plus intéressant de commencer avec des ressources empruntées en gardant un petit peu d'apport personnel en réseau. Merci beaucoup, Grégoire. Mathieu, tu es de retour? Est-ce que vous m'entendez? Super, très bien. Ok, je suis désolé, encore une fois. Je voulais simplement rebondir sur ce que disait Frédéric. C'est simplement, il y a vraiment 3 moyens de se financer. Il y a le premier, c'est soi-même. Voilà. On peut l'appeler l'apport, on peut aussi appeler ça l'autofinancement, mais on ne part pas comme ça. Et ça, c'est vrai qu'on souhaite monter une auto-entreprise ou qu'on souhaite montrer une SAS. Enfin, de toutes les façons, il faut d'abord compter sur soi-même. Voilà. Et je dirais que c'est aussi à ça qu'on reconnaît un vrai entrepreneur. Un vrai entrepreneur, il compte d'abord sur lui-même. Il n'y a pas d'autre réalité. On ne se défausse pas en disant « Ah, je n'ai pas monté mon entreprise parce que le banquier ne m'a pas fait un prêt ». Non, je veux dire, un entrepreneur fait avec ce qu'il a ou ce qu'elle a. Et ça, c'est vraiment la base. Voilà. Et l'objectif, c'est d'avoir un business qui soit rentable. Le deuxième sujet qu'évoquait Grégoire, c'est finalement le recours à la dette. Et là, on a effectivement un levier avec BPI France, avec les réseaux bancaires, il y a plein de choses à faire aujourd'hui dans un univers de dette où si vous avez un business rentable, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Il faut faire extrêmement attention, évidemment, aux garanties qu'on a, aux risques qu'on va prendre. Parce que là, comme vient de l'expliquer Grégoire, il faut prendre en compte la notion de risque. Voilà. Et que se passe-t-il si jamais je me plante? D'accord. Voilà. Mais je dirais que c'est assez naturel. Voilà. Et je vous dis, enfin, on est dans un univers où il y a beaucoup de dettes. Et si vous avez un business rentable et si vous avez une capacité finalement d'apport significative, vous avez le levier de la dette qui est extrêmement simple à utiliser aujourd'hui. Voilà. Le troisième sujet, c'est le capital. Et là, il fait beaucoup fantasmer les entrepreneurs en disant ok, j'ai pas assez d'apport, la dette, le banquier ou le prêteur me dit tiens, faudrait que tu augmentes ton capital, allons chercher du capital. Ça n'est pas pour tous les entrepreneurs. Voilà, ouvrir son capital, c'est dans une logique de croissance. Alors, on verra toujours des biotech, des startups très particulières qui tout d'un coup trouvent des financeurs en capital dès le démarrage, mais c'est quand même un autre univers et en général, on est parti avec quelques brevets et beaucoup de travaux de recherche préalables. L'ouverture du capital vient dans un second temps. Et si jamais il intervient,
elle intervient, cette ouverture au capital, il faut envisager la sortie. Voilà. Donc, ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont amenées à un horizon de temps de 4, 7, 8 ans à être vendues. Voilà. Pour ouvrir un commerce, et là je reprends ta question Ahmed, quand on ouvre un commerce, finalement, il n'y a pas d'intérêt à ouvrir le capital de son commerce, puisque dans 5 ans, ça sera toujours le commerçant qui détiendra le capital de son entreprise. Voilà. Et donc, pour rebondir sur ce sujet, encore une fois, levé par Grégoire, de risque, de ne pas se mettre trop à risque, il y a du risque, sinon on n'entreprend pas. Et par contre, il faut bien voir le niveau de risque qu'on va prendre. Eh bien, c'est vrai que sur de la création de commerce, pour être très particulier, on travaille avec des franchiseurs qui ont une expérience de l'accompagnement sur ces sujets particuliers. Donc voilà, le développement, le directeur du développement d'une enseigne, il a déjà fait une centaine d'ouvertures, il sait vous dire c'est le bon emplacement, il sait vous dire vous êtes la bonne personne, il sait mettre en adéquation votre produit finalement avec une clientèle et être rentable le plus vite possible et vérifier aussi votre business plan et s'assurer et rassurer. Voilà, donc toute la notion d'accompagnement, Ahmed, que tu évoquais, des réseaux en particulier, de rassurer les partenaires et en particulier financiers. Merci beaucoup, Mathieu. Peut-être, Imen, vous pouvez réagir là-dessus, où on a évoqué en introduction tout à l'heure la question de l'accès. Pour pouvoir accéder, est-ce qu'il faut, justement, pour rebondir sur les propos de Mathieu, il y a 2 volets, à savoir l'accompagnement pour pouvoir accéder, d'une part, et d'autre part, le point qu'il a évoqué là, que je trouve assez pertinent, la question de la culture du risque. Est-ce que ça s'acquiert? Comment on est proche ou éloigné de cet aspect, etc. Je pense que l'immense majorité des Françaises et des Français, lorsqu'on leur dit le mot risque, il y a les poils qui se lèvent et ils sont là, non, je ne veux pas de risque. Et alors que, effectivement, je souscris complètement à ce que vient de dire Mathieu, hein, bien entendu. Oui, entreprendre n'est pas quelque chose, est pas quelque chose de non risqué. Néanmoins, je pense quand même que il y a des façons d'entreprendre. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'entreprendre. Ça, c'est le premier point que j'aimerais vraiment souligner très, très, très fortement. Je vois régulièrement des femmes qui me disent oui, je suis allée voir notamment des sœurs du type Business Angel qui me disent que je ne suis pas une vraie entrepreneur parce que je n'ai pas quitté mon job et que ma boîte, je la monte le soir et le week-end et puis en fait, je me suis mise en 4/5e pour pouvoir me laisser un peu plus de temps. Et en fait, je pense que aménager son risque, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, qui est une loi fondamentale en finance, hein, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et qui est, à mon avis, une loi fondamentale dans la vie, c'est aussi se dire que parfois, en fonction des circonstances, on peut prendre le temps de continuer à vouloir assurer ses revenus parce qu'on est salarié, parce qu'on peut avoir un job en freelance par ailleurs par rapport à des compétences qu'on peut avoir, et prendre le temps de faire ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir de créer véritablement l'activité, de tester l'activité. Et donc, finalement, si on se trompe, ce qu'on aura risqué, finalement, c'est un peu de temps et éventuellement un petit peu d'argent, mais pas tout. Pas tout son avenir, pas la capacité qu'on a à protéger sa famille, etc. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister. Le troisième point, je l'ai mis en commentaire dans le chat, c'est que n'oublions quand même pas que pour l'immense majorité des créateurs et créatrices d'entreprises, parce qu'entrepreneur, le mot commence à être hyper chargé pour plein de gens, et ils se reconnaissent pas forcément dans le mot entrepreneur. Donc, disons, créateur ou créatrice d'entreprise, les financeurs fondamentaux, ce sont les clients et les clientes. Et que donc, quand je parlais tout à l'heure de financement participatif, le recours aux préventes n'est pas du tout anodin. Et donc, il y a des personnes qui considèrent que la première chose à faire, c'est de s'adresser à ses clients potentiels ou ses clientes potentielles et de leur dire, tiens, est-ce que vous voulez me donner la chance, parce que c'est de ça dont on parle d'accès, est-ce que vous voulez me donner la chance de transformer en réalité ce projet ou ce produit ou ce service que je vous ai décrit et qui semble vous plaire? Est-ce que vous voulez me donner cette chance-là?
Et le risque que les clients ou les clientes prennent, c'est que peut-être ça prendra 1 mois de plus, 2 mois de plus, 3 mois de plus, peut-être. Mais je vois beaucoup ça, notamment dans des entreprises qui sont lancées sur Internet, sur des niches qui sont peu ciblées par les entrepreneurs plus classiques et qui s'adressent à une petite communauté qui a un besoin particulier. Le cas fréquent, c'est j'ai rencontré un problème, moi, à titre personnel. J'ai rejoint un groupe Facebook où on a partagé des problèmes ensemble et on ne trouvait pas la solution. Et en parallèle de mon job de je ne sais quoi dans un grand groupe ou dans une PME, je me suis dit que j'allais peut-être me lancer. Mais comme j'ai un petit peu peur de me lancer parce que j'ai jamais entrepris de ma vie et que j'ai pas d'entrepreneur autour de moi, je vais essayer et puis je vais demander et puis tiens, peut-être que je vais faire une campagne sur Ulule et puis je vais peut-être après faire une campagne sur je ne sais quoi, et puis après je vais aller sur We Do Good pour me financer en royalty, parce que ça aussi ça existe, c'est pas du capital mais ça y ressemble, et c'est ouvert à plein d'entrepreneurs qui n'ouvriront jamais leur capital mais qui vont avoir du chiffre d'affaires. Bref, il y a plein de possibilités. Et dernier point pour finir là-dessus sur l'accès, il y a une plateforme personnellement que j'apprécie beaucoup dans son effort d'essayer d'être un peu un GPS dans la jungle des différents acteurs du financement, qui est Eldorado. Je vous ai mis un lien dans le chat là, sur un article qu'ils ont fait sur un certain type de financement qui ne sont pas strictement du capital, mais ils ont un blog qui marche, qui est vraiment très intéressant, je trouve, et qui permet, en fonction de votre typologie d'entreprise, de votre typologie de projet, de vous y retrouver. Et donc, évidemment, l'ADI est mentionné, évidemment, les réseaux d'accompagnement, évidemment, les prêts d'honneur. Et je trouve que c'est vachement bien parce que, en fait, ça permet d'éviter, un peu comme quand on est malade et qu'on se retrouve et qu'on ne sait pas ce qu'on a et qu'on part de médecin en médecin et qu'on peut avoir une errance médicale. Et de la même manière, je rencontre trop d'entrepreneurs qui, plutôt que de se concentrer sur la création du projet et véritablement le faire émerger, passent leur temps à se dire « il faut que je trouve du financement ». D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Imen. J'en profite pour dire une chose. Donc, pour tous ceux qui participent, n'hésitez pas à poser vos questions. L'ensemble, le panel répondra à vos questions. Et rebondir sur justement l'idée de finalement qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'entreprendre. Il y a aussi une histoire à raconter pour convaincre finalement ces financeurs potentiels. Est-ce que vous pouvez partager, en attendant qu'on a des questions, des tips justement sur cette histoire, la manière dont on la structure, les leviers qui convainquent? Frédéric, peut-être, qui a l'habitude. Carole, tu as une question? Excuse-moi, ouais, je voulais juste, avant de laisser la parole aux petits conseils pratiques et tips, juste réagir sur ce que disait Imen et ce que disait aussi Frédéric tout à l'heure. Nous, on a bien identifié cette difficulté de lisibilité dans l'ensemble de l'offre qui existe pour cet accompagnement à la création et au développement des entreprises. C'est vraiment un sujet qu'on prend très, très au sérieux. Il y a une vraie urgence à sortir d'une espèce de logique de guichet où on a 15 000 interlocuteurs différents et 15 000 dispositifs différents, à vraiment être sur une logique de parcours. C'est un peu la tarte à la crème, mais c'est une réalité. Donc on essaye de travailler avec nos partenaires, avec BPI France notamment, mais aussi avec Pôle emploi, mais aussi avec l'ANRU dans une certaine mesure, qui intervient sur des projets de financement, des projets d'immobilier d'entreprise, de commerce, etc. Simplement pour vous dire, on a un chantier qui est lancé, qui concerne vraiment la simplification de ces différents dispositifs. Et on souhaiterait en fait mettre au point une sorte de méthodologie qu'on pourrait transmettre aux collectivités locales qui souhaitent booster le développement économique dans leur quartier, mettre au point cette méthodo avec une boîte à outils et avec vraiment un parcours simple pour l'entrepreneur ou pour l'acteur économique qui souhaite s'implanter dans un quartier. Donc c'est un gros chantier qui va prendre un petit peu de temps et on aura besoin à un moment, parce qu'on peut travailler à l'échelon institutionnel ou à l'échelon des collectivités, mais on aura aussi besoin des acteurs privés, de vous, des réseaux qui aident sur le terrain et qui aident sur ce dernier kilomètre auprès des bénéficiaires potentiels de toutes ces aides. Donc, merci beaucoup, Carole. Une ambition partagée. Juste avant de passer la parole à Frédéric, il y a une question qui s'adresse à toi, donc je vais te poser.
En fait, ce qui est demandé, c'est quel est concernant l'information sur l'aide spécifique aux entrepreneurs, quelle procédure, qui, quand, quels sont les acteurs qu'il faut solliciter? Alors, effectivement, donc nous, on ne distribue pas, ce n'est pas le ministère qui va distribuer directement l'argent aux entreprises. On est passé par les réseaux de financement que je citais tout à l'heure, donc et qui sont parmi nous ce matin pour certains, donc l'ADI, Initiative France et le réseau France Active. Donc en fait, la prime, elle s'adresse aux entreprises qui font l'objet d'un accompagnement par ces réseaux ou qui ont fait l'objet par le passé d'un accompagnement ou qui souhaitent être demain accompagnés. On a souhaité rester le plus ouvert possible et donc pouvoir permettre de raccrocher des entreprises qui peut-être aujourd'hui ne sont pas suivies ou pas accompagnées et que voilà, par l'intermédiaire de cette prime, quelque part, elle rentre un peu dans les radars de ces réseaux. Donc, c'est un peu c'est vertueux de mon point de vue. Mais donc, il faut se rapprocher d'un de ces trois réseaux pour prendre des informations. Et puis, les critères, c'est être une entreprise créée avant le 15 mars 2020, c'est-à-dire qu'on a souhaité pas soutenir des créations pendant le confinement, mais des entreprises vraiment existantes déjà créées, être implanté dans un QPV et puis être une entreprise donc sans salariés. C'est celles qui n'ont pas de salariés, qui du coup ne sont pas éligibles au volet 2 du fonds de solidarité. C'est un peu technique, mais voilà, les aides qui sont proposées au niveau national, on voulait venir vraiment en complémentarité. Donc, c'est ça les trois critères et celui d'être donc accompagné par l'un de ces trois réseaux. Merci beaucoup, Carole. Frédéric? Donc la question c'était les tips qu'on peut donner pour plus facilement trouver un financement, c'est ça? C'est ça, et voilà, effectivement. Ouais, en fait, je pense que ça revient un peu à ce qui a été dit, ce qui est très bien d'ailleurs, précédemment, c'est ayez des clients, ayez un modèle économique viable, rentable, prouvez que vous savez toucher ces clients, et à partir de là, les choses se débloqueront. Mais du coup, peut se poser la question de l'amorçage, très clairement, de tout ça. Comme on a dit tout à l'heure, ça se fera forcément sur une part de ressources propres, potentiellement sur d'autres financements. Et encore une fois, sans vouloir en faire trop avec insistance de la promotion, les prêts d'honneur sont quand même un dispositif qui permet d'être justement en capacité d'avoir ces moyens, ne serait-ce que pour enclencher un peu plus d'endettement encore, pour le coup sur la personne morale, pour mener à bien ces premières phases. Mais à la fin des fins, il faut trouver les moyens, il faut estimer ces moyens pour pouvoir amorcer son activité, montrer à soi-même et aux autres qu'elle fonctionne et qu'elle est viable. Et à partir de là, les choses se passeront bien. Mais voilà. Et j'allais dire, on le voit encore plus ces temps-ci. Un des éléments qui est à montrer dès le début et au long de la vie entrepreneuriale, c'est la capacité à savoir pivoter, à savoir être réactif et à pouvoir finalement essayer de tourner au mieux les contraintes qui sont qu'on rencontre en opportunité. Tu m'avais parlé lorsqu'on a préparé justement ce webinaire d'un site internet qui pouvait justement éclairer justement le choix et l'identification des acteurs. Oui, tu as raison. Alors, qui est pas orienté exactement de création, mais plutôt entreprise créée dans la période actuelle. Mais on a fait avec justement tous les réseaux qu'on a cités précédemment un e-parcours qu'on peut retrouver sur bpifrancecreation.fr et BPI France Université et qui permet en fait de répondre à un certain nombre de questions qui sont valables finalement aussi au moment de la création ces temps-ci. Et aussi dans la recherche de financement actuel pour des entreprises qui seraient créées et qui permet en fait de balayer un certain nombre d'items importants dans la phase de, on ne sait plus trop si on est encore en relance ou encore en crise là, mais en tout cas la phase actuelle que peut se poser tout entrepreneur. Et effectivement, il y a une partie qui est dédiée aux questions du financement, de qu'est-ce que peut faire un partenaire bancaire, qu'est-ce que peut faire les réseaux d'accompagnement au financement de la création qu'on a précédemment cité, et finalement de se faire un peu sa propre idée, etc. sur ces sujets-là. Donc, ne pas hésiter à aller voir ces modules. Il y a un webinaire qui devrait avoir lieu dans quelques temps sur ce sujet-là aussi. C'est important. Mais n'oubliez pas encore une fois qu'il y a effectivement des acteurs de l'accompagnement qui sont là aussi pour vous permettre de faire cette action de sensibilité, de simplification qui est fondamentale, mais qui le font aussi par la vulgarisation en direct. En fait.
Merci Frédéric. Mathieu, si tu veux partager également des tips, et j'en profite pour partager une question si d'autres veulent réagir. Donc on a Anan Baala qui propose, sa question, c'est de savoir qu'en est-il des sociétés en développement. Les sociétés en développement, donc c'est plutôt sur les phases de croissance que tu évoquais tout à l'heure, Mathieu. Alors peut-être que tu peux préciser ce que tu entendais par croissance. Croissance, c'est qu'on a déjà un chiffre d'affaires et il faut juste accélérer, quoi. Donc, je vous posais la création à la croissance. D'accord. Moi, je voudrais, si je vais donner il y a plein de conseils pratiques dans un monde normal autour de la création, autour de la croissance. Enfin, en gros, vous allez bien, soyez transparent avec vos interlocuteurs financiers, que ce soit un réseau d'accompagnement, une banque, un investisseur en capital, un business angel, votre famille. Voilà. Traitez-les comme des clients, adoptez les codes. Voilà. Cherchez pas à contourner. Il faut pas chercher à contourner. Je veux dire, si à un moment vous avez quelqu'un qui vous dit j'ai besoin de 3 états financiers annuels, ça sert à rien de venir avec aucun compte établi. Voilà. C'est juste à un moment, il faut entendre, il faut écouter, il faut accepter que les choses prennent du temps. Mais là, j'ai du mal à qualifier ça d'un conseil pratique. Vu le contexte dans lequel on est, je vais vous donner moi, il y a toute une partie des entrepreneurs qui n'est plus du tout concernée par ces conseils pratiques. Voilà. C'est-à-dire que le conseil pratique, il y a un an, je vous aurais dit surtout, soyez transparent. Voilà. Transparent, dites les choses, soyez honnête et sur la durée, c'est votre réputation qui fera la différence. Là, c'est la merde. Là, quand il n'y a plus de visibilité, que vous avez fermé votre magasin et que vous ne savez pas quand vous allez rouvrir et que vous ne savez pas si vous allez pouvoir rouvrir, ça ne sert à rien d'aller en rajouter parce que de toutes les façons, c'est une situation exceptionnelle. Et donc, moi, j'aimerais qu'on aborde le problème des entrepreneurs en difficulté. D'accord. Parce que je vous dirais que des entrepreneurs en difficulté, donc il y a effectivement la solution évoquée par Carole avec Nadia Hay, effectivement, qui vient en financement et c'est 1 500 €, c'est très important parce que il n'y a pas un modèle économique derrière. Hein, voilà. Donc on aborde là le sujet des micro-entrepreneurs en difficulté. Il y a celui des entrepreneurs en difficulté qui ont des salariés. Et pour reprendre le point accès au financement, c'est le sujet de l'accès et c'est le sujet de l'accompagnement. Donc, si je dois vous donner un conseil pratique, allez-y, notez l'adresse mail laurence@impact.fr. Je viens de balancer son nom. C'est Laurence Zébut-Jones, elle va m'adorer. On a lancé un programme de coaching pour les entrepreneurs implantés dans les quartiers politiques de la ville francilien, avec le soutien de la Fondation JP Morgan. Ce programme de coaching, c'est aider tous ceux qui sont en difficulté à en sortir. Et quand on dit en sortir, ça peut être liquider proprement avec un minimum de dégâts personnels ou rebondir. Mais ce sont les entrepreneurs qui ont besoin d'aide et d'accompagnement. Et malheureusement, quand ça va mal, voilà, on n'a pas une belle histoire à raconter, on n'a pas un accès au capital, on n'a pas. Non, il faut du coaching. Et donc voilà. Donc Laurence@impact.fr, ça c'est mon petit conseil de la journée pour tous ceux qui sont implantés dans un quartier politique de la ville francilien. Vous aurez des coachs et professionnels. Tout est gratuit, je précise évidemment. Ça va de comment réorganiser mon magasin pour faire de la vente à emporter à j'ai besoin de trouver un administrateur judiciaire pour me donner pour m'accompagner dans cette période très délicate. Voilà. Merci beaucoup. Il reste 6 minutes. Imen, peut-être que tu veux réagir sur ce volet justement d'accompagnement, de coaching, de mentorat, faire dépasser les biais cognitifs. Oui. Alors, Mathieu, vous parlez à mon cœur de repreneur d'entreprise parce que j'ai repris et dirigé une boîte pendant 3 ans. Donc, je vois très, très bien. Et ce sujet-là, désolé Imen, mais ce sujet de la reprise d'entreprise, des critiques,
c'était tarte à la crème, il n'y a pas assez de transmission, blabla. Là, en 2021, c'est juste, on parle de création, mais il faut vraiment parler de transmission. Alors, non seulement ça, c'est que, c'est pour ça que je vous dis que vous parlez à mon cœur, c'est que, il est par tarte à la crème. 2, on a un enjeu démographique aussi, indépendamment de la crise, c'est-à-dire qu'il y a massivement des gens qui vont partir à la retraite et qui vont chercher à transmettre leur entreprise. Et 3, quelqu'un a dit tout à l'heure, tout le monde peut être entrepreneur. Moi, je souscris pas complètement à cette idée. Tout le monde ne peut pas partir d'une feuille blanche. Moi, je ne le pense pas. En revanche, il y a des personnes qui, de par leur savoir-faire, leurs compétences, leur parcours, leur situation personnelle, etc., pourraient être de superbes repreneurs d'entreprise. Et donc, il se trouve qu'il y a quelques jours, enfin, je sais pas, il y a 15 jours, 10 jours, j'ai fait un webinaire sur la reprise d'entreprise. Donc, right on, absolument, je ne peux que souscrire à ça. Alors, sur les questions de biais, et je vais faire quand même le lien avec les astuces, parce que évidemment, j'en ai plein et on n'a pas le temps, mais avec plaisir pour les personnes qui souhaitent poursuivre la conversation, de me mettre un petit mot sur LinkedIn ou sur le site, avec plaisir. Je pense que il y a le fait d'adopter et de comprendre et de développer sa curiosité pour adopter le langage des financeurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire l'économie, j'en suis bien désolée, mais vous ne pouvez pas faire l'économie de comprendre ce que c'est que du chiffre d'affaires, ne serait-ce que ça. Vous ne pouvez pas faire l'économie de comprendre ce que c'est qu'un résultat par opposition à de la trésorerie. Et donc, il y a de la curiosité et donc, il s'agit d'aller vers l'autre et de comprendre quels sont les mots qu'il emploie. Et oui, en tant qu'entrepreneur, donc chef d'entreprise, vous avez la responsabilité de comprendre ces choses-là. Et donc, fort heureusement, il y a quand même beaucoup d'acteurs de l'accompagnement, que ce soit les experts comptables, etc., qui font un joli travail de pédagogie autour de ça. Et il y a évidemment plein de ressources en ligne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et en particulier pour les personnes, alors les femmes bien sûr, mais aussi les personnes qui peuvent avoir un tout petit peu, disons, des doutes sur leur capacité à convaincre des financeurs en face, c'est de préparer en amont les réponses aux objections. Alors, si effectivement vous n'avez pas une idée de ce qu'on pourrait vous faire comme objection, ben, vous savez quoi, c'est d'y aller et de considérer chaque non comme un chemin vers le prochain oui. Et donc, à chaque fois que la personne, vous allez voir, je ne sais pas, un expert potentiel et qui vous dit oui, moi, je serais peut-être intéressée à vous aider à travailler sur votre projet. Et puis, la personne, elle vous dit oui, finalement, la stratégie n'est pas claire. Et donc, allez, à chaque fois qu'on vous dit non, creusez pourquoi la personne dit non. Et donc, partir avec une information sur laquelle vous allez pouvoir construire la réponse à l'objection. J'entends trop de personnes dire « Ah oui, mais en fait, moi, on m'a refusé un financement parce que je n'ai jamais été entrepreneur et je n'ai pas d'expérience. » Ok, donc quelle est la réponse que vous pouvez faire à ça? J'ai de l'expérience dans tel domaine, j'ai la possibilité de prouver que j'ai monté une communauté autour de ça. Et donc, à chaque non, moi, je le vois comme une graine pour un prochain oui. Pour autant qu'on accepte l'idée de mettre un tout petit peu son ego de côté et de pas penser qu'on va vous dire oui dès la première fois. Parce que ça, c'est très compliqué. Et donc, à chaque non, encore une fois, il y a plein de forums en ligne dédiés à l'entrepreneuriat où vous pouvez poser des questions, etc. Et donc, à chaque fois qu'on vous dit non, ça, je n'y crois pas, posez la question pourquoi, qu'est-ce que je pourrais faire mieux selon vous, etc., etc. Et donc, faire progressivement votre propre éducation sur la question du financement et comment aménager progressivement votre projet pour que vous ayez les bonnes réponses à toutes les objections possibles. Voilà. Ça, et donc, finalement, les biais, ce n'est pas que vous allez les contourner, mais c'est que vous allez mitrailler chacune des objections qui pourraient vous être faites. Et donc, il y a un moment, ça marchera. Voilà. Merci beaucoup, Imen. C'est un super conseil. Je pense que ça rejoint un peu ce qui a été évoqué tout à l'heure, à savoir sur finalement la posture entrepreneuriale et peut-être accueillir les noms, je ne vais pas dire comme des bonnes nouvelles, mais plutôt comme l'occasion de progresser et d'être challengé. C'est une source d'information. Moi, je le prends comme une source d'information. Mais en revanche, il faut la travailler. Ce n'est pas juste, on m'a dit non, peut-être la prochaine fois. Non. Pourquoi on vous a dit non? Et donc, ça suppose d'accepter le non, de digérer le non et d'oser dire à la personne qui vient de vous dire non, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi? Merci beaucoup, Imen. Alors, on a lancé un sondage là pour savoir si les participants seraient intéressés à l'occasion d'aborder
dans un autre webinaire la question des entreprises en difficulté. Avant de vous quitter et de remercier tout le monde pour la participation et vos contributions, peut-être un mot de chacun, un mot de la fin. Grégoire, tu veux commencer? C'est difficile de savoir quel sera le mot de la fin, il y a tellement de sujets abordés. D'abord, je pense qu'il est important d'avoir un autre débat sur les entreprises en difficulté face à la crise, parce qu'on n'a pas eu beaucoup le temps d'en discuter, et c'est un sujet qui est très important. Moi, ce que je retiens quand même de tout ça, c'est la confiance. À la fois porteur de projet, ayez confiance en vous, travaillez votre projet, faites-vous accompagner, il existe des outils à votre disposition, et n'hésitez pas, lancez-vous, il y a des solutions qui sont là pour vous aider à réussir. Et puis la confiance que vous pourrez gagner vous-même auprès de votre interlocuteur grâce à la transparence, Mathieu en parlait tout à l'heure, grâce à l'effort que vous allez faire pour vous adapter à ces codes, à ces langages, etc. Cette confiance, elle est vraiment importante, que vous l'ayez en vous-même et que vous la donniez à votre interlocuteur financier. La confiance, donc pour allumer un feu, il faut une flamme. Carole? Oui, un message d'encouragement, de soutien. Les études le montrent, hein, il y a une énergie entrepreneuriale créative dans les quartiers comme ailleurs. Les entrepreneurs des quartiers sont des entrepreneurs comme les autres qui font des sacrifices, qui sont extrêmement résilients. Les entreprises qui se créent dans les QPV sont plus pérennes que la moyenne. Simplement, il y a des difficultés spécifiques qu'on rencontre, et notamment l'accès au financement en est une importante. Donc voilà, le travail que vous faites, il est essentiel, et je voulais renouveler le soutien de la ministre Nadia Hay à votre action, et vraiment à vous assurer de ma disponibilité pour travailler ensemble sur ces sujets. Merci beaucoup, Carole. Frédéric? Ah, on t'entend pas, le micro est coupé. Il n'est plus coupé. Travaillez bien votre projet, faites-vous accompagner si besoin, si vous en ressentez le besoin. Finalement, le financement arrivera après. Un bon projet trouvera toujours son financement. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, vraiment, il y a un travail, la préparation, on se prépare à réussir. Mathieu? Moi, écoute, je vais juste rebondir sur ton dernier point. Je pense que j'attends avec impatience l'événement sur l'accès au refinancement. Voilà. D'accord. Parce que je pense qu'il va être d'actualité très bientôt. Tout à fait. Donc, prenons ce sujet à bras-le-corps. Effectivement, ça va être l'actualité et l'urgence des entrepreneurs. Et c'est un temps qui est vraiment ancré au quotidien, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Imen, je te laisse le mot de la fin. Merci. C'est ça que j'ai envie de dire, déjà. Merci à nouveau. Et puis, peut-être un message, parce que j'ai vu dans le chat dans les participants, qu'il n'y avait pas que des entrepreneurs autour de la table, mais également beaucoup de personnes de l'écosystème d'accompagnement. Un message pour vous, mesdames et messieurs, de peut-être songer à faire émerger autour de vous, autour de vos mentors, autour des accompagnateurs que vous avez, tout autour des projets que vous soutenez, des micro-investisseurs, des micro-business angels, des micro-soutiens, mais peut-être on parle de quelques dizaines ou centaines d'euros, mais en fait, ça permettra pour les entrepreneurs que vous êtes en train d'accompagner, lorsque ils et elles vont lancer leur première campagne, parce que Dieu sait si c'est quand même un recours extrêmement fréquent maintenant, je suis désolée de le marteler, mais c'est vraiment la réalité, en tout cas en nombre, pas forcément en valeur, mais en nombre de projets qui font appel au financement participatif, eh bien d'avoir la première communauté des premiers 10, 100, 500, qui, même s'ils mettent peu, permettent d'enclencher une dynamique et donc d'accélérer la mise en valeur de ces projets sur les plateformes de financement participatif. Et donc, je pense que ce n'est pas du tout à minimiser. Chaque accélérateur, chaque petit incubateur, chaque structure d'accompagnement, elle a autour d'elle un écosystème de personnes qui comprend les spécificités et le bénéfice que peut amener tel ou tel entrepreneur en termes de projet. Et donc, n'hésitez pas à faire émerger ça chacun dans vos territoires et dans vos zones d'activité, parce
parce qu'on peut pas à la fois se plaindre qu'il n'y ait pas assez de financeurs et de l'autre côté ne pas se dire qu'on est chacun et chacune partie de la solution parce qu'on est toutes et tous épargnants. Voilà. Merci beaucoup, Imen. Merci beaucoup pour finalement, ça revient à une idée qui nous tient à cœur, à savoir que la réussite entrepreneuriale, c'est un sport collectif. Et finalement, réussir finalement à structurer, créer une démarche d'adhésion autour de soi, c'est aussi le travail de l'entrepreneur, comme on évoquait tout à l'heure, à savoir apprendre à dépasser le mot non, pas prendre comme une critique, mais comme autant d'occasions d'améliorer, de développer ses compétences et tailler le diamant qu'incarne votre projet. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus assister à ce webinaire. Merci au panel. Véritablement, merci encore une fois. Je vois que Mathieu Cornetti vous a partagé le site justement qui est dédié à la résilience et pouvoir bénéficier de mentoring et de coaching pour justement passer cette période qui est pas facile. On va essayer d'organiser, comme il a été suggéré, un temps véritablement dédié à l'idée finalement comment on affronte les difficultés, qu'est-ce qu'il en est pour ces entreprises en difficulté. Encore une fois, merci et à très vite. Au revoir. Au revoir.